Voilà, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Face à l'actualité. Face à l'actualité, nous y sommes chaque mardi, jeudi et samedi pour le décryptage de grandes lignes de l'actualité. Pour ce énième numéro de votre magazine Face à l'actualité, nous sommes sur ce plateau avec un haut cadre de l'Union pour la nation congolaise avec qui nous allons décrypter l'actualité qui est marquée par la tournée de Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise, ancien directeur de cabinet et du chef de l'État, dont la partie orientale de la RDC pour prêcher la paix. Vital Kamerhe s'est exclu de parler de toute question politique. Kamerhe qui a aussi adressé un message très fort à l'ONU, souhaitant à l'ONU de clarifier sur son mandat par rapport à la question relative au mouvement rebelle du M23, l'occupation de Bunagana, toutes ces questions. Pourquoi pas parler aussi des émoluments jugés exorbitants par le député national Martin Fayulu, abordé dans cette émission avec mon invité. Et sur ce plateau, Léon Goua, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Lionel. Alors, Léon Goua, comme annoncé, nous évoquons l'actualité. On parle de la tournée pour la paix amorcée depuis hier lundi par votre président national, Vital Kamerhe, dans la partie orientale de l'RDC. Pourquoi cette tournée? Je vous remercie, monsieur Lionel, pour l'invitation. Cette tournée a été annoncée par le président national de l'IMC, notre président, l'honorable Vital Kamerhe, depuis sa rentrée politique, la première réunion de la direction politique nationale. Et étant donné quelqu'un qui a toujours été animé de la bonne foi, mais surtout de la paix. Vous allez vous rappeler qu'on l'appelle toujours pacificateur, c'est pas pour rien. Et même de loin là où il était, dans la souffrance, à présent, il a toujours été compatissant envers le peuple de l'Est du pays, comme ça s'il souffrait les atrocités de rebelles de M23 et des Kadeko. Et donc, cette tournée était unissée dans l'idée d'amener sa contribution pour que la paix revienne, évidemment, à l'est de la RDC. C'est dans cette même ordre d'idée que le président national est allé à l'est, et c'est l'occasion pour nous d'ailleurs de dire merci à Goma, merci au Nord Kivu, parce qu'ils ont répondu à l'appel de la paix et ils ont prouvé au monde entier combien ils tiennent à cœur leur fils, l'honorable Vital Kamerhe. Léon Goua, avant d'atterrir à Goma, on a suivi le communiqué, la correspondance du maire de la ville de Goma par rapport à ce meeting qu'a tenu Vital Kamerhe, qui avait annulé, demandé que cela ne se tienne pas. Et par après, il y a le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a confirmé ce meeting, qui a semblé contredire le maire de la ville de Goma. Et pourtant, le maire avait bien signifié que nous sommes sous l'état de siège pour respecter l'ordonnance signée par le chef de l'État. Les manifestations publiques sont interdites. Comment vous jugez ces réactions de deux autorités? D'abord, je vais commencer à vous dire que la lettre, soi-disant la lettre de maire de la ville de Goma, est une fausse lettre. C'est un fake news. Il n'était pas la question, correspondance. La correspondance, voilà. C'était un fake news. Il n'était pas question d'empêcher le meeting de l'honorable Vital Kamerhe. C'est faux et archi faux. Mais aussi, il faudrait souligner ici que c'est quand même regrettable de constater que malgré tout ce que nous vivons à l'est du pays, il y a quand même certaines personnes, fils même de l'est de ce pays-là, qui sont contre la paix. Parce que le fait seulement de manipuler les réseaux sociaux, manipuler certains journalistes, manipuler certains individus pour barrer la route à l'arrivée de l'honorable Vital Kamerhe, c'est quand même regrettable. Et pourtant, quelqu'un qui vous dit noir sur blanc qu'il part pour consulter la population, apporter son implice pour que la paix revienne en RDC, précisément à l'est du pays. Mais comment vous pouvez avoir un mauvais cœur jusqu'à ce point pour diaboliser non seulement la population, mais les réseaux sociaux pour que l'on ne réserve pas un accueil chaleureux au président Vital Kamerhe et que le message ne soit pas passé. Tout simplement parce que vous voulez satisfaire vos égos politiques. C'est quand même regrettable. Mais quand cela ne tient, nous, l'Union pour la nation congolaise, nous ne sommes pas sur ça. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner notre président national pour que sa volonté, celle que la paix revienne à l'est du pays, soit bel et bien un succès. Et nous l'espérons. D'ailleurs, vous avez vu à partir d'hier, Monsieur Goua, c'est un succès. Si cette correspondance était à l'appel du président national, si cette correspondance était un fake news,
Pourquoi le gouverneur militaire aurait réagi? Mais Il a écoutez, réagi. Dans sa correspondance, il a dit: j'accepte de soutenir l'action de Vital Kamerhe qui s'inscrit dans le cadre de la restauration de la paix dans cette partie du pays. mais c'est lui l'autorité numéro un Oui. pour l'instant, au Nord Kivu. C'est lui qui a le dernier mot. Et il a si bien le dit, tout simplement parce que lui aussi. Donc ce n'était pas un fake news. Non, non, Oui. non, non, le fait seulement d'éclaircir, c'était pour donner la vraie version aux gens. Que ce n'est pas ce que vous suivez dans les réseaux sociaux. Et que la vraie version, c'est que nous sommes là pour soutenir la paix. Parce que même l'état d'urgence ou l'état de siège était mis à place pour rechercher la paix. Eh bien, comment est-ce que les temps d'urgence qui étaient mis à place pour rechercher la paix peut encore être contre celui qui vient pour contribuer afin que la paix revienne? C'est faux, archi Non, faux. pas contre la paix. On Non. dit par rapport aux manifestations publiques. Mais c'était- Que c'était- ces manifestations ne se tiennent que dans l'enceinte de vos sièges politiques, Mais partis politiques. Prenons dans Oui. l'exemple que c'était une vraie correspondance. Quelle est la différence entre il y a quelques temps passés, nous avons vu une autre personne. Parce que partir. l'autorité urbaine Je suis en non train plus, d'arriver. l'autorité urbaine Je ne s'est pas non plus prononcée que je ça soit Je fake suis en train news ou d'arriver. vrai. Oui. Je suis en train d'arriver. Je vous ai fait comprendre ici que c'était un fake news. Mais comme vous voulez faire croire aux gens que ce n'est pas un fake news, je vous fais comprendre que Vital n'est pas le premier, moins encore le dernier, d'aller faire un meeting populaire ou une manifestation populaire à l'est du pays, précisément à Goma, pendant l'état d'urgence. Non. Nous en avons vu. Je On ne a suis pas vu ici pour citer, Modeste s'il vous plaît. Bahati Lukwebo. Moi, je vais citer. C'est vous qui l'avez C'est cité. qu'on a vu, oui. Je ne l'ai pas cité, mais heureusement que vous me le rappelez. Je le Vous me- cite. Ah, voilà, vous me les On a rappelez. lu, on a Vous me les vécu, rappelez. on a visualisé Vous avez- l'image. Voilà, vous Oui. avez vu, il a tenu bien. Pourquoi? Pourquoi ça doit faire un problème pour Vital Kamerhe? Pourquoi le tour de Vital Kamerhe doit faire un problème? Vous voyez que ce n'est pas en réalité la manifestation qui est visée, mais c'est la personne de Vital Kamerhe qui est visée. Mais malheureusement, Vital Kamerhe n'est pas du genre à se laisser faire de cette façon. Vital Kamerhe l'a toujours dit que si c'est pour l'intérêt de la nation, il est prêt à s'effacer. Si c'est pour la paix de notre pays, à l'est du pays, il est prêt à tout. Et évidemment, beaucoup en ont peur d'aller à l'est pour tenir ce genre de manifestations. Mais vous l'avez vu, il y avait une marine. Vous avez vu. Il y a des gens qui ont raconté dans les réseaux sociaux, c'est quand même regrettable. Les gens prennent des photos au moment où les gens sont encore en train de venir les matins, les photos de 6 h du matin, et ils viennent dire aux gens dans les réseaux sociaux que voilà, caméra fière, mais vous blaguez quand même, soyez sérieux. Vital Kamerhe, c'est le roi. C'est le roi de l'Est. Il faut savoir accepter Ils vont se les départager avec. Écoutez, Ils vont se les départager avec Modeste non, il Bahati faut arrêter de Lukwebo. citer certains Oui. noms, même celui que tu cites là. Laissez-moi te dire la vérité. Ce sont les Même notables de attends, l'Est, oui. C'est un notable de l'Est, je n'en conviens Oui. pas. Mais même celui que tu cites là, c'est que leur leader reste Vital Kamerhe. Il faut savoir accepter chacun à son époque. L'Est du pays appartient à Vital Kamerhe pour l'instant. Non pas parce qu'il est plus beau, non pas parce qu'il est plus intelligent, mais tout simplement parce qu'il a prouvé à plusieurs fois sa bonne raison de beaucoup aimer ce peuple, sa bonne raison de rechercher la paix, sa bonne raison de faire tout en sorte que le peuple de l'Est se sente fier et se sente que nous avons réellement un fils qui aime ce pays et qui aime notre côté. Alors il faut arrêter parfois de citer certains noms, de peur qu'on vienne faire une étude comparative qui n'a pas sa place d'être, parce que même lui, celui que tu cites, sait bien que leur leader incontestable à l'est du pays, c'est Vital Kamerhe. Et il n'y a pas match. Vous l'avez vu hier, vous l'avez vu quand lui, le monsieur que vous citez, quand il est passé, et quand Vital Kamerhe est passé, il n'y a pas match. Les images peuvent en témoigner. Et c'est quand même... Bon, nous ne pouvons même pas faire une étude comparative par rapport à ça. Quelle est On peut votre même pas relation être- oui. Quelle est la relation entre l'UNC et ce père au sein de l'Union sacrée de la nation? Nous sommes à bon terme avec tout le monde. Nous sommes à bon terme avec tout le monde. Je venais de vous dire ici que l'Union pour la nation congolaise a toujours œuvré pour la paix, a toujours œuvré pour le bien-être du peuple congolais. Nous n'avons pas de mauvaises relations avec qui que ce soit. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est que le peuple se retrouve. C'est ça. C'est tout ce qui intéresse notre leader. Vous avez vu, à peine sorti de la prison, il pouvait prendre son temps pour se reposer. Mais malheureusement, il a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à rester calme au moment où il y a mon peuple à l'est du pays qui continue à être meurtrier. Et il a pris son courage, il est allé affronter la réalité, il est allé amener les complices pour que
ensuite, la paix revienne. Et nous sommes plus que convaincus qu'après sa tournée, avec toutes les propositions qu'il va proposer au chef de l'État, il y aura réellement la paix. Et ça, soyez-en sûrs et certains, parce qu'il en a l'expérience. Alors, Léon Goua, on vient de parler de tout ce qui tourne autour de Vital Kamerhe et par rapport à cela, on va parler du message fort de ce qui a constitué la communication de Vital Kamerhe au Gomatracien hier lundi dans l'après-midi au stade Afia. Kamerhe qui s'est exprimé par rapport à... Il s'est dit, je ne suis pas venu pour parler de la politique, moins encore sur l'état de siège, mais parler de la paix, prêcher la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mais Kamerhe a parlé de la question de Bunagana. Vous le savez, cela fait jour pour jour plus de 3 mois que cette partie du pays est sous occupation de rebelles. Kamerhe qui a dit que cette question est sur la table du gouvernement. Comment expliquez-vous que 3 mois après, c'est une première, hein, que cette question ne soit jamais résolue? D'abord, il faut dire une chose. Le président Vital Kamerhe, lors de son adresse à la population de Goma, il a d'abord commencé à leur prouver sa reconnaissance et combien ils sont en colère pour cette situation de Bunagana. Non seulement Bunagana, aussi la situation de la province entière, jusqu'à dans la province de l'Ituri. Et il leur a dit que je suis ici pour apporter en plus, afin qu'ensuite nous puissions avoir le changement, nous puissions avoir la paix au finish. Et il est allé trop loin pour dire qu'il est quand même regrettable de voir que la MONUSCO, nous avons parcouru au moins, en distance de 100 mètres, nous avons parcouru 90 mètres. Il ne nous reste que 10 mètres. Mais il est quand même regrettable de constater que dans les 10 mètres qui nous restent, la MONUSCO n'arrive pas à rétablir la paix. Vous avez lu, il a fait rappeler encore à la population que le dernier rapport des Nations Unies l'a si bien dit qu'aujourd'hui où nous parlons là, le M23 se comporte comme une armée régulière. Mais c'est quand même regrettable. Tandis que la MONUSCO est là pour éradiquer, pour chasser, afin que la paix revienne. Qu'a fait la MONUSCO? C'est à ce moment-là où il est encore là, c'est un appel aux Nations Unies, au Sécurité des Nations Unies qui va se réunir d'ici peu de temps. À New York. Ah, voilà, à New York, où il leur a demandé de prendre des décisions courageuses dans un bref délai, afin que la paix revienne et que la MONUSCO agisse pour que le M23 se retire. Parce que l'ONU lui-même nous a dit, il nous a dit que le Rwanda est derrière les rapports de l'ONU. Le M23, oui. Et que de l'autre côté aussi il y a l'Ouganda. Mais qu'est-ce qui empêche encore? De l'autre côté, il y a aussi l'Ouganda qui soutient les M23. Voilà. Mais qu'est-ce qui empêche nous sommes dans des opérations conjointes. Voilà pourquoi est-ce que le chef, le président national, honorable Vital Kamerhe, l'a si bien proposé, que nous appelons à l'ONU de prendre des décisions dans un bref délai, de telle sorte que la MONUSCO intervienne et que la paix revienne le plus tôt possible. Et qu'au même moment, qu'il y ait un calendrier clair qui détermine le retrait définitif de la MONUSCO à l'est du pays. Afin que nous, même la population, avec notre armée, le FARDC, puissions nous prendre en charge et faire les choses comme il faut. Monsieur Ngoua, vous aviez répété ce qu'a dit votre président, votre leader, Vital Kamerhe. Il est temps que la MONUSCO intervienne. La MONUSCO est là depuis plus de 2 décennies, ici en République démocratique du Congo. Et cette situation de l'Est persiste presque 3 décennies, depuis les années 96 ou je ne sais comment compter. Alors, Monsieur Ngoua, que la MONUSCO intervienne. La MONUSCO est en mission d'observation ici, en République démocratique du Congo, vous le savez. Non, peut-être que vous n'êtes pas bien informé. Le président Vital Kamerhe a si bien dit rien. À l'époque, c'était une mission d'observation. Mais maintenant, là, la MONUSCO a reçu la mission de traquer, de chasser les rebelles. C'est ça le problème. C'est ça d'ailleurs qui détermine la colère de la population du Nord Kivu. C'est Kamerhe qui détermine la mission de la MONUSCO ou c'est les Nations Unies qui déterminent? Non, ce n'est pas Kamerhe qui a déterminé. Oui. C'est les Nations Unies qui déterminent. Ils sont là pour stabiliser. Mais ils sont là pour stabiliser. Ils ne combattent pas. Mais attends, même s'ils ne combattent pas, prenons par exemple. Vous êtes là. Vous êtes là pour stabiliser quoi? Ce qui n'est pas stable, non? Mais comment tout le temps que vous êtes là,
vous n'êtes pas à mesure de stabiliser ce qui n'est pas stable. Ce n'est pas quand même normal. C'est comme ça qu'il a lancé un appel. Qu'il faudrait que la MONUSCO prenne ses responsabilités et qu'il stabilise la paix le plus tôt possible. Parce qu'il n'est pas quand même normal qu'autant de mois, on n'a aucune solution. Mais nous espérons bien que l'appel a été bien accueilli parce que nous attendons le résultat du CP d'État. Donc, il y aura le Conseil sécurité des Nations Unies afin que la paix revienne à l'est du pays. C'est le plus important. C'est ce qui importe le président Vital Kamerhe. Tout ce qu'il apporte, c'est ces idées de telle sorte que la paix revienne. Il n'est pas allé parler politique, il est allé parler Amani. Et ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est Amani. Mais cet appel ne risque pas de, je dirais, encore révolter la population? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous ne faisons pas les choses par sentiment. Nous ne sommes pas dans le populisme. Parce que vous savez déjà ce qui règne dans cette partie du pays, entre le casque bleu et la population locale. Mais vous l'avez bien suivi. Lorsque le président Vital demande aux Nations Unies que lors de votre Assemblée générale, que vous puissiez statuer sur le retrait progressif et définitif de la MONUSCO, il n'a pas demandé à la population d'aller se révolter, non. C'est une façon de dire aussi à la population que donnons un peu de temps. Aussi, lorsqu'il demande aux Nations Unies de faire en sorte que la MONUSCO, clairement le mandat, oui, qu'ils définissent clairement le mandat, afin que la paix revienne et qu'il y ait un rétablissement de la paix. Il n'a pas demandé non plus à la population d'aller s'attaquer à la MONUSCO. C'est faux, archi faux. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont partis faire du populisme pour se faire de la notoriété. Non. Le président Vital Kamerhe, c'est un expérimenté. Il connaît bien la situation de l'Est. Il a été, vous le connaissez bien, vous êtes journaliste, vous savez qu'il fit l'envoyé spécial du gouvernement congolais près de la MONUC, à l'époque MONUSCO qui était MONUC. Et donc, il connaît la situation de l'Est du pays. Il maîtrise bien le coin. Il maîtrise plutôt la situation. Il ne peut pas aller agir comme n'importe qui parce que ce sont des questions sécuritaires. Et les questions sécuritaires, on ne les analyse pas, on ne parle pas dans la rue n'importe comment parce que ça touche la vie de la population. Alors, Monsieur Ngoua, par rapport à cette question de la MONUSCO, Kamerhe qui a parlé de voies diplomatiques, de voies militaires et d'une voie, il a évoqué un autre domaine. Alors, on voit avec la solution militaire qui tarde à porter de fruits, la solution diplomatique aujourd'hui, que dirons-nous des accords conclus au niveau de Nairobi, au niveau de Luanda, qui ne sont pas appliqués? Est-ce que faut-il se recroqueviller sur la même méthode? Mais évidemment, il a parlé sur la diplomatie, vous l'avez bien suivi. Nous ne disons pas que jusque-là... Je me réserve de dire que cette diplomatie n'apporte pas grand-chose. Non, non, ça peut ne pas apporter grand-chose, mais au moins, petit à petit, il y a quand même un peu de changement. Mais n'empêche, c'est pour ça qu'il est en train de consulter, que chacun ou chacune de nous, qui a une bonne idée, s'il vous plaît, qui a une bonne idée, qu'il vienne. Parce que la diplomatie, on ne peut pas laisser seulement qu'au chef de l'État ou au ministre des Affaires étrangères. Chacun de nous, dans son expérience, comme lui, est en train de mettre son expérience pour l'intérêt de la nation, afin que la paix revienne. Et c'est là où nous lançons cet appel à tout et chacun de nous qui a une expérience sur la situation de l'Est et qui pense que son idée peut contribuer afin que la paix revienne, qu'il s'approche, qu'il propose, comme il est en train de le faire. Il a dit qu'après sa tournée, il reviendra, après avoir écouté la population, il reviendra et il donnera des propositions concrètes au chef de l'État et au gouvernement de la République pour que la paix revienne à l'Est du pays. Et à tous ceux qui se disent leaders aussi de l'Est, ils n'ont qu'à faire la même chose. C'est le plus important. Parce qu'ici, ce n'est pas une question d'individu. Ici, c'est une question de la paix. Une question qui touche toute la population du Grand Nord, toute la population de l'Est du pays. Ce n'est pas seulement au Nord Kivu, il y a aussi la sécurité à l'Ituri. Et donc, il est question que nous puissions ensemble, comme un seul homme, se mettre autour d'une table et réfléchir pour savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour que la paix revienne. Vital Kamerhe n'a pas dit qu'il est le plus important, ou il est le plus... Lorsque vous dites c'est lui qui maîtrise mieux la situation, mais il pense qu'avec l'expérience qu'il a, il peut proposer quelque chose de bien pour que la paix revienne. Parce que ce qui nous importe, c'est ça. Ce n'est pas pour rien qu'il est le pacificateur. Alors, lorsque vous dites qu'on ne peut pas seulement laisser la diplomatie
au chef de l'État, alors que le chef de l'État qui a la personne qui sert d'interface entre la RDC et d'autres pays, Christophe Lutundula, qui est le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, vous dites que tout leader d'opinion qui se sent passionné par le Congo, qui peut aborder cette question avec, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, avec d'autres nations ou quoi que ce soit, mais en parlant de cela, lorsque Vital Kamerhe voudrait s'imposer, s'immiscer dans cette affaire, s'il voudrait insinuer que la diplomatie a démontré ses limites. Ça, c'est faux, archi faux. Lorsque le président ukrainien, je donne juste un exemple, lorsque le président ukrainien fait appel à tous les Ukrainiens à les soutenir et en faire en sorte que la paix revienne en Ukraine et qu'ils puissent conquérir leur terre. Donc ça veut dire que le chef de l'État, plutôt, le président là, de l'Ukraine a échoué? Non, c'est pas ça. Ça veut dire que la diplomatie n'a pas atteint les objectifs assignés. Oui. Il faut comprendre une chose. La situation de la paix ne concerne pas seulement que le gouvernement. Ça, il faut le savoir. La situation de la paix nous concerne, nous tous Congolais. C'est quelque chose, comme on a toujours dit, l'État, c'est toi et moi. Et donc, il ne faut pas réduire la question de la paix du pays à un seul individu ou au gouvernement de la République. Il est vrai que le gouvernement et le chef de l'État jouent un rôle et doivent jouer un rôle important, mais ça n'empêche pas Vital Kamerhe, moins encore à vous et moi ou à quelqu'un d'autre, de réfléchir pour comment est-ce que nous pouvons aider le gouvernement afin que la paix revienne à l'est du pays. Nous le voyons dans beaucoup d'autres pays. Lorsqu'il y a une question qui touche à la vie de la nation, opposition, majorité, société civile s'unissent et disent non et les choses avancent. C'est contrairement en RDC où nous faisons un constat amer. Que lorsque ça brille à l'est du pays, ou lorsqu'il y a des situations qui touchent à la nation, les gens disent non, écoutez, ce n'est pas notre situation, c'est la situation de Tshisekedi, c'est le gouvernement de la République. Et il y en a même qui profitent derrière ça pour se faire de la santé politique. Ce qui n'a jamais été le cas pour nous, l'Union pour la nation congolaise. Vous allez bien le rappeler. Vous savez que pendant que nous étions dans l'opposition, le président Vital Kamerhe a fait presque la même chose. Lorsqu'il a fait la tournée de caravane de la paix. Vous connaissez, nous étions encore dans l'opposition. C'était sa contribution afin que la paix revienne. Et évidemment, avec toutes les propositions qu'il avait données, la paix, à un certain moment, est revenue à l'est du pays. C'est ce que les autres devraient faire. Ici, ce n'est pas seulement une question du président de la République. Ce n'est pas seulement une question du gouvernement. C'est une question qui touche à la vie de la nation et que nous tous, qui prétendons dire que nous sommes fils de ce pays, nous devons tout faire afin que nous puissions contribuer pour que la paix revienne. Il faut qu'on arrête de vouloir en tout prix les malheurs et que les malheurs arrivent afin que l'on puisse, dans les élections qui s'approchent, qu'on vienne dire non, écoutez, voilà, ils ont fait ceci, cela, ils n'ont pas pu, voilà, il faut nous... Non. C'est ça le mal avec nous, Congolais. Monsieur Ngoua, c'est ça le mal avec nous. Vous dites que ce n'est qu'ici en RDC où on voit lorsque ça brûle, l'opposition est en train de décliner, charger le gouvernement, c'est ce que vous voudrez dire? Eh bien, évidemment. Oui, mais lorsque la politique sécuritaire pose encore problème, l'opposition n'a-t-il pas le droit de dénoncer? Lorsqu'on voit les effectifs pléthoriques au sein de l'armée, le gouvernement débloque tellement de temps pour autant d'éléments des FARDC et sur terrain, cet effectif n'y est pas. Et tout ce que l'on voit là, l'opposition ne peut pas dénoncer, mais l'opposition est de cœur avec cette situation. On a vu de marches, des activités organisées pour dénoncer les génocides congolais. Il ne suffit pas seulement de dénoncer. Oui. Il ne suffit non seulement pas de faire des marches, mais quelles sont les propositions concrètes que vous apportez? Quelles sont les propositions? Parce que toutes les marches que vous citez là, ce sont des marches pour se faire de la santé politique. Je l'ai si bien dit. Ce sont des marches pour se faire de la santé politique. C'est pour se faire... C'est du populisme, ça. Ce n'est pas pour l'intérêt de la nation. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que si c'était pour l'intérêt de la nation, il faut qu'il y ait des propositions concrètes. Que voilà, il est vrai que nous constatons qu'il y a ceci, cela, mais voilà ce que nous demandons ici. Vous pouvez aussi faire ceci, cela. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas vous faites une marche pour révolter la population. Vous faites une marche pour montrer à la population, écoutez, voyez ce que vous avez choisi. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Non. Vous voulez vous faire de la santé politique, mais vous n'êtes pas là pour aider la population. Est-ce que c'est la santé politique pour rappeler au gouvernement quand même ses responsabilités? Mais quand vous envoyez la population dans la rue et que vous leur dites que voilà ceux dont vous avez élu ne sont pas en train de faire ce qu'il fallait faire. Mais il fallait aussi donner à cette même population les bonnes propositions qui feront en sorte que la paix revienne. Pourquoi vous vous limitez seulement à faire sortir les gens dans la rue?
Ils ont proposé, quand vous le suivez, quelles sont les propositions, les opposants, surtout les opposants radicaux. Mozito a proposé de déclarer une guerre contre le Rwanda. Fayoulou qui a proposé, qui a fait pas mal de propositions. Vous le suivez à travers le média. Non, non, non. Là, je ne fais que énumérer in fine, oui. Déclarer la guerre contre le Rwanda. Lui-même, Mozito, il sait de quoi il parle. C'est ce que je parlais du populisme. On ne déclare pas une guerre contre une autre nation en désordre comme ça. Je dis ici que ce sont des questions sécuritaires. Les questions sécuritaires ne se traitent pas sous les arbres comme les gens pensent. Non. Les questions sécuritaires sont des questions qui touchent à la vie de la population. Et il faut faire très attention. Lorsque Louis Mozito dit qu'il faut déclarer la guerre, oui, c'est bien de déclarer la guerre. Mais est-ce qu'il a réfléchi? Êtes-nous prêts de déclarer la guerre? C'est ça le problème. Déclarer la guerre demande aussi des moyens, suffisamment de moyens. Nous devons d'abord nous préparer et être sûrs que nous sommes prêts à déclarer la guerre. On ne peut pas déclarer la guerre parce qu'il faut déclarer. On n'est pas préparé. À quelque sorte, oui. Nous devons nous préparer pour déclarer la guerre. Mais pourquoi nous devons aussi déclarer la guerre? Parce qu'en relations internationales, il est si bien dit que lorsque la diplomatie échoue, ce qui intervient, c'est la violence, c'est la guerre. Est-ce que la diplomatie a d'abord échoué? Je dis non. La diplomatie travaille encore. Et jusqu'à preuve de contraire, la diplomatie est en train d'évoluer. Moi, je repose cette question. Lorsque nous allons échouer sur le plan diplomatique, Monsieur Ngoua, est-ce que cette diplomatie travaille? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore sous embargo. Pour acheter des armes, il faudrait écrire. Il y a une procédure par laquelle l'on doit passer. Par contre, pendant ce temps, le M23 est en train d'être ravitaillé en termes logistiques. Non, mais vous n'allez pas... D'où viennent cela? L'on se dit, et nous sommes encore sous embargo, il faut passer par de voies, il faut écrire, il faut passer par de voies notifiées pour que l'on se procure de la logistique. Vous ne voyez pas que cette diplomatie... est-ce que cette diplomatie travaille? Nous avons tous décrit cette situation d'embargo. Mais vous devez comprendre une chose. La RDC a une position géographique qui dérange beaucoup de nations. Et ce n'est pas toujours facile. Nous comprenons d'où vient le problème. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous continuons à travailler. Nous continuons à faire en sorte que nous puissions sortir de cet embargo. Et nous sommes convaincus qu'avec la volonté du chef de l'État, avec le gouvernement qui est en train de travailler, nous finirons par arracher ça. Et donc, il faudrait comprendre que certaines questions ne sont pas des questions à prendre à la légèreté. Vous savez que nous sommes combattus par plusieurs pays. Notre richesse à nous est un problème pour nous. Et c'est ça le vrai problème. Il faut dire la vérité aux Congolais. Il y a beaucoup de nations qui sont contre nous, tout simplement parce qu'ils pensent que si la paix revient en RDC, ils ne sauront plus s'en sortir. Et qu'il faut coûte que coûte que la guerre continue à l'est du pays pour qu'ils continuent à bouffer notre richesse. Mais nous disons non, nous allons nous lever quelle que soit la situation jusqu'à ce que la paix revienne. Et nous, l'Union pour la nation congolaise, nous sommes derrière notre président Vital Kamerhe qui vient cette fois-ci avec de bonnes propositions pour que si jamais on va l'écouter avec ces propositions, nous sommes convaincus que la paix va revenir. Parce que lui a toujours demandé à faire qu'il y ait la politique du gagnant-gagnant. Il est possible que tous ces États qui supposent qu'en venant frauder, ils peuvent mieux en avoir, ils doivent comprendre qu'il est possible qu'en venant, ils peuvent gagner mieux que ce qu'ils gagnent d'une manière frauduleuse, ce qui n'est pas bon. Et donc, nous l'avons toujours dit, qu'il y a lieu que nous puissions traiter de commun accord afin qu'il y ait la politique du gagnant-gagnant. Et c'est là où nous sommes en train de partir. Nous sommes plus que convaincus. Politique du gagnant-gagnant envers qui? Avec les États. Avec qui traiter, oui. Avec les États qui accepteront ce que nous voulons en tant qu'un État libre. Parce que nous sommes un État libre. Ça, il faut qu'on se le dise. Monsieur Ngoua, cela fait plus de 3 mois que Bunagana est sous les mains du M23. Kamerhe, qui appelait ce mouvement rebelle, que le gouvernement central a qualifié de terroristes, a déposé les armes. Vous pensez que son appel aura de l'écho? Évidemment. Évidemment. C'est ce que je vous ai dit, qu'il est sur le temps au temps. Vous allez voir. Je vous ai dit qu'il a l'expérience de l'Est du pays. Et il y a lieu que les choses se traitent comme il faut. Vous allez vous rappeler qu'à plusieurs reprises, ces gens sont venus, ils déposaient les armes. C'est une question de savoir où est-ce qu'il faut commencer et où est-ce qu'il faut aller. C'est ça. C'est là où l'expérience va jouer. Et laissons le temps au temps. Après la tournée à Mani, le chef va donner ses propositions au gouvernement de la République, pour ne pas dire au chef de l'État. Et vous allez voir
que ça va s'exécuter, le M23 va se retirer. On va les réintégrer? Réintégrer qui? Ces rebelles? Non, pas du dans tout. la gestion du pays? Non, pas du tout. C'est parmi les conditions. C'est parmi les conditions qu'ils sont en train de poser. Vous dites bien aussi. que c'est parmi les conditions. Oui. C'est une revendication. Mais qui vous dit que lors des négociations, nous sommes obligés ou les gouvernements sont obligés de les réintégrer? Non. C'est une question de parler. Et on va se parler. Et certainement, au regard de toutes les propositions qui seront données, je suis convaincu qu'il y aura la paix. Parce que votre volonté et moi doit nécessairement être la volonté de voir le M23 se retirer de l'est du pays. C'est ça. Donc il ne faut pas dire que le M23 soit de fait, comme ça a été autrefois sous le régime Kabila en 2000. Tout est possible. Oui. Tout est possible et ça va s'exécuter. Parce que la volonté y est. Qu'est-ce qui manque? La volonté y est. La volonté y est et qu'est-ce qui manque? C'est une question de temps. Et c'est pour très bientôt. Alors, Messieurs Ngoua, puisque l'on parle de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, on va parler de la force régionale. La force régionale qui a le ministre des Affaires étrangères qui a signé dernièrement avec les représentants, les délégués d'autres pays voisins. Par rapport à cet accord, il y a l'accord portant statut de la force régionale. Donc cette force régionale sera bel et bien présente, peut-être que dans quelques temps, ici en République démocratique du Congo. Une force régionale, ici en RDC, nous avons la MONUSCO, nous sommes en opération conjointe avec l'Ouganda. N'est-ce pas une force, je dirais, supplétive ou supplémentaire? Non, je vais vous dire une chose. Il faudra savoir une chose. Je vous ai dit que si c'est pour que la paix revienne à l'est du pays, il n'y a pas de prix. Ce qui nous importe beaucoup plus, c'est la paix. Vous devez savoir une chose. Il faudra savoir que nous avons, les 9 voisins que nous avons, nous sommes censés vivre avec toute notre vie. Qu'on le veuille ou pas. Et donc, la vocation de la RDC a toujours été de vivre en paix avec tous nos voisins. Et donc, je ne vois pas le mal lorsque l'on essaie de réfléchir que peut-être ensemble avec nos voisins, nous pouvons trouver, parce que lorsque ça dérange chez nous, il faudra aussi savoir que ça peut déranger aussi les voisins. Parce qu'à un certain moment, ils peuvent penser que le malheur est maintenant en RDC et qu'ils peuvent s'en foutre, mais demain après-demain, ça peut être leur cas. Et donc, nous sommes dans l'obligation de chercher la paix à l'est du pays. S'il faut composer avec les voisins pour que la paix revienne, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas le mal. S'il faut que mais avec quel voisin? Vous avez tout à l'heure cité l'Ouganda. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. S'il faut avoir 2, 3, 4 forces régionales pour que nous puissions rétablir la paix à l'est du pays, je ne vois aucun mal. Je ne vois aucun mal. Et je suis convaincu que le gouvernement de la République qui est en train de s'engager dans cette situation n'est pas aussi fou. Ils ont bien réfléchi de cette question et laissons le temps au temps. Donnons la chance. Pourquoi nous, Congolais, nous voulons à tout prix que lorsqu'il y a une proposition pareille qui arrive, nous sommes en train de prédire seulement les malheurs, au lieu de voir ce qui peut arriver dans le bon sens. C'est quand même malheureux. Donnons la chance et laissons le temps au temps pour que la paix revienne réellement à l'Est et à Bunagana. Parce que tout ce qui nous intéresse et tout ce qui intéresse le gouvernement... Est-ce qu'on prédit les malheurs ou juste on se réfère par rapport à l'histoire, on se dit, voilà ce que ce pays a commis vis-à-vis de la RDC il y a autant d'années. Et ça a coûté la vie à plusieurs Congolais. Voilà cet autre pays qui est membre de tel regroupement ou organisation régionale. Voilà ce qui a commis ici en République démocratique du Congo. Ça dépend d'une politique à une autre. Est-ce que ce pays sera sincère? Ça dépend d'une politique à une autre. À cette époque-là, qui était le président de la République? A-t-il eu vraiment la volonté que les choses se passent comme il fallait? Je ne sais pas. Laissons le temps au temps. Donnons la chance au chef de l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire que ça dépend d'une chose à une autre? Lorsque je dis par rapport à celui qui dirigeait la nation pendant ce temps-là et celui qui dirige la nation pour l'instant, nous ignorons dans ce pays que le chef de l'État a la volonté que les choses changent dans ce pays et que cette volonté est accompagnée, voire même avec des stratégies concrètes pour permettre afin que la paix revienne. Donnons le temps au temps. Pourquoi nous sommes pressés? Je ne peux que donner l'exemple du Rwanda. Tshisekedi qui a appelé le Rwanda hier, Kagame qui était son frère, Kagame qui était aux obsèques du feu Tshisekedi. Mais aujourd'hui, regardez ce que le Rwanda est en train de commettre à l'endroit de l'RDC. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Le chef de l'État a montré sa bonne volonté d'être bien
avec tous nos voisins. Mais lorsque nous constatons que les voisins ne veulent pas être bien avec nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous prenons une position. Et le chef de l'État l'a si bien dit. Partout où il est passé, il a bien dit que nous sommes attaqués par le Rwanda. C'est le Rwanda qui soutient le M23. Personne ne l'a crié. Il a fallu que les Nations Unies viennent confirmer pour que le monde entier vienne accepter que réellement le M23 est derrière, plutôt, le Rwanda est derrière le M23. Et nous attendons le Conseil de sécurité des Nations Unies qui va se tenir du CP d'État pour voir quelles sont les décisions. Et c'est là où je reviens, c'est l'appel du président national afin que tout soit bien déterminé dans ces conseils, dans cette assemblée. Pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même que la paix revienne. Le président Vital Kamerhe l'a si bien dit. Comment fait-il possible que les gens meurent tous les jours à l'est du pays et le monde entier n'en parle pas? Mais lorsqu'il y a quelques personnes, nous ne minimisons pas non plus, en Ukraine, là c'est le monde entier qui parle. Donc on voudrait savoir, sont-ils plus humains que nous qui sommes en RDC? Tout ce que nous pouvons conclure, c'est que la situation de la RDC ne peut d'abord concerner que nous, de la RDC. Et que nous sommes tous obligés, chacun dans ce coin, de faire en sorte qu'on en parle et que le monde entier nous écoute pour que la paix revienne. Et que les Nations Unies prennent des décisions qu'il faudrait, de telle sorte que la MONUSCO s'impose et que le M23 se retire dans un bref délai. Doit-on continuer à coopérer avec les Nations Unies? Parce qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité est informé, suffisamment informé par rapport aux pays, aux nations qui agressent la République démocratique du Congo. Mais est-ce que ces nations ont été imposées en termes de sanctions? Qu'est-ce que le Conseil de sécurité a imposé à ces nations en termes de sanctions? Lancement, est-ce qu'on doit toujours continuer à coopérer avec les Nations Unies? Je ne vois aucun mal de continuer à coopérer parce que nous devons continuer d'y être là pour réclamer que la justice soit faite. Donc je ne vois aucun mal que la RDC, que nous sommes, puisse ne pas continuer à coopérer avec le plus important dans tout ça, c'est qu'à ce moment, il faut qu'on se dise la vérité, que la MONUSCO est en train d'échouer sa mission. Et que parce que la MONUSCO est en train d'échouer, nous devons avoir un calendrier clair sur le retrait progressif de la MONUSCO. Pourquoi? C'est parce déjà sur la table du gouvernement. Après plusieurs années, nous avons constaté beaucoup de failles. Et que nous supposons que pour l'instant, nous sommes dans l'obligation de nous prendre à charge. Et je suis quand même très heureux de constater que le gouvernement de la République est en train de mettre le moyen qu'il faut au FARDC afin que notre armée régulière puisse sécuriser notre nation. Nous sommes dans l'obligation de nous prendre en charge, oui. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous espérons même, nous prendre en charge nous-mêmes, comme l'a dit M. Laurent Désiré Kabila. Mais je vois l'état de siège. Ce sont des administrations militaires dans ces deux provinces. Bien sûr. Lorsque vous dites que nous sommes en mesure de nous prendre en charge, il faut, à partir de ce qui est comme état de siège, déduire notre armée, déduire ce que les militaires peuvent produire sur terrain. Qu'est-ce que l'état de siège a produit dans ces deux provinces respectives? Oh, il est vrai qu'il ne faudra pas qu'on se cache la face. Et c'est quand même un petit toupet décevant de voir que ça n'a pas été comme ce que nous étions en train de penser. Le chef de l'État a montré sa volonté et c'est par rapport à ça qu'il utilise toutes les stratégies possibles pour permettre en sorte que la paix revienne. Mais jusque-là, il faut qu'on se dise aussi la vérité, que l'état de siège est en train vraiment d'échouer. Il faudrait que le gouvernement de la République réfléchisse autrement, de telle sorte que les choses reviennent à la normale. Moi, je pense que avant l'état de siège égale l'état de siège. D'ailleurs, même, il faut dire la vérité que l'état de siège, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas vraiment en train d'apporter grand-chose. Et qu'il serait mieux, ça ne dépend que de moi, ça n'engage pas mon parti politique pour ça, pour cette position. Et donc, il faudrait dire clair que si ça tout dépendait de moi, il serait mieux que les choses reviennent à la normale. Et qu'on laisse l'administration civile, parce qu'on a comme l'impression que pendant l'administration civile, il y avait quand même un peu plus de sérieux que pendant l'administration militaire. Et qu'il faudra que le gouvernement réfléchisse sur cette question pour que dans un bref délai aussi, que cette histoire s'arrête
pour que les choses marchent comme il faut. À ce point-là, vous donnez raison à certains opposants, Franck Diomba et consorts, qui disent que l'état de siège est un échec. Ce Zéro. n'est pas une question de donner raison aux opposants. Parce que dire que donner une raison aux opposants... L'Union sacrée a du mal à admettre ça. Non, mais il fallait... Vous êtes parmi le rare politique, Monsieur Ngoua, vous êtes parmi le rare politique de l'Union sacrée de la nation qui regarde la réalité en face pour dire que l'état de siège n'a pas produit grand-chose. Hein. Vous êtes parmi, là je vous le dis en face, vous êtes parmi ce rare politique de l'Union sacrée de la nation. Lorsqu'on vous reçoit, c'est l'état de siège, ça porte fruit, vous voyez. Mais pendant ce temps, il y a des morts sur terrain. Notre rédaction travaille avec la société civile de là. On apprend de choses, de maisons incendiées, des centaines de maisons et des milliers de personnes qui meurent lors de demande. Journaliste, je vais vous dire une chose. L'état de siège ou l'état du siège, il faut dire que c'est une disposition constitutionnelle que le chef de l'État n'a fait qu'appliquer. Donc je ne vois aucun mal, je ne vois pas encore on doit condamner le chef de l'État pour l'avoir exécuté. Tout simplement parce qu'il a exécuté plutôt une disposition constitutionnelle dont il a estimé que ça peut nous apporter la paix. Ça prouve d'ailleurs en suffisance sa bonne volonté que la paix revienne à l'est du pays. Mais malheureusement, il faut dire la vérité que l'état de siège a prouvé ses limites et qu'il faudrait que le gouvernement réfléchisse sur comment les choses peuvent revenir à la normalité. Donc, disons que l'administration civile s'installe de telle sorte que l'on essaie de voir comment est-ce que peut-être les choses peuvent encore mieux marcher. Parce qu'il y a une chose. Il faudrait savoir que les militaires ne sont pas politiques. Il est vrai qu'ils peuvent avoir leur stratégie militaire, tout ça. Mais la guerre de l'Est n'est pas seulement militaire. La guerre de l'Est est aussi politique. Et qu'il faudra aussi que les politiques que nous sommes réfléchissent. C'est pour ça que vous voyez l'honorable Vital Kamerhe partir à l'Est du pays, en train d'échanger avec la population et réfléchir de telle sorte qu'il y ait des propositions concrètes pour que la paix revienne. Parce qu'il y a des questions purement aussi politiques. Des questions qui touchent aux intérêts politiques. Et qu'il faudra que les politiques réfléchissent comme il faut et vivent de leur propre yeux ce qui se passe à l'est du pays. Parce que lorsqu'on écarte le politique sur la réflexion, sur la gestion de cette province ou de ces deux provinces, un petit peu, ça échappe, le don politique échappe aux militaires et du coup, ça cause un peu je peux dire, un peu plus de couac par rapport à l'exécution de ce qui devrait être fait. Et donc, moi, je pense, humblement, je pense qu'il faudrait que le gouvernement réfléchisse sur cette histoire d'état de siège afin que l'on puisse peut-être prendre d'autres stratégies pour que la paix revienne. Alors, M. Ngoua, la MONUSCO a échoué, vous l'aviez dit. C'est ce que si la population le dit, surtout la population de l'Est, que la MONUSCO a échoué, qu'elle devrait partir, plier bagages. Aujourd'hui, la MONUSCO, certes, a un bilan, je ne dirais pas négatif, je ne dirais pas réussi aussi, mais vous savez, dans certains coins où le rebelle, une fois voir la présence de la MONUSCO, elle semblait quand même de tourner ou de jouer certains mouvements rebelles. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays, sur le plan militaire, nous sommes préparés à combler cette présence de la MONUSCO dans certains coins du pays? Vous savez que le pays est tellement grand qu'il y a dans certains endroits où il n'y a pas de militaires. Non mais écoutez, c'est ça que le président Vital Kamerhe l'a si bien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit nous avons parcouru la MONUSCO, nous avons parcouru sur une distance de 100 mètres, nous avons parcouru 90 mètres, il reste 10 mètres. Mais on ne peut pas comprendre une seule minute comment les 10 mètres qui restent ici, la MONUSCO est incapable de rétablir la paix. C'est qu'il y a quelque chose. C'est là où il a lancé l'appel à l'ONU de revoir cette situation. De revoir cette situation. Parce que la vraie situation ici, il faut qu'on se dise la vérité. C'est quand même regrettable lorsque l'on constate que tout ce qui se passe à l'Est semble ne pas intéresser les autres. C'est ce qui fait un peu mal. Il a fallu combien de temps pour que les Nations Unies viennent intervenir? Il a fallu que l'on parle combien de fois pour que les Nations Unies viennent accepter que le Rwanda, l'Ouganda est derrière les M23. Ce qui est plus grave que ça. Mais après avoir accepté, qu'a fait les Nations Unies? Qu'a fait la MONUSCO? C'est là où nous interpellons la MONUSCO. Ce n'est pas que nous sommes totalement contre la MONUSCO. Ce n'est pas que nous ne voulons pas accepter ce que la MONUSCO a aussi si fait. Il est vrai qu'à plusieurs fois aussi, la MONUSCO a si déjoué la position
de certains rebelles. Mais ça n'empêche pas qu'après avoir accepté que c'est le Rwanda qui est derrière ça, que nous attendons quand même qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda ou contre l'Ouganda. C'est ça que nous attendons maintenant. Parce qu'il y a d'ici peu de temps, il y aura quand même une assemblée générale des conseils de sécurité des Nations Unies et que nous attendons des décisions fermes afin que la situation revienne à la normalité à l'est du pays. Nous en avons marre à attendre l'Ukraine, machin, la Russie, tout ça. Mais combien de gens meurent là-bas comparativement à la situation de l'Est? C'est quand même regrettable. C'est quand même regrettable. Il faudra que la MONUSCO, plutôt l'ONU, puisse revoir la situation de la MONUSCO et que la paix revienne. C'est le plus important. Nous sommes ici pour parler à Mani. Ici, c'est la tournée du PN, notre président national. Et nous espérons qu'après son retour ici, lorsqu'il va donner des propositions concrètes au chef de l'État, la paix va revenir à l'est du pays. Et nous le souhaitons bien. Mais de ce côté-là, je ne suis pas tellement rassuré de la réponse. Est-ce qu'il y a des mesures prises par les gouvernements pour combler cette absence au cas où la MONUSCO pourrait quitter le pays? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas que nous n'avons pas des éléments. Nous en avons. Nous avons beaucoup de soldats. C'est comme ça que le président national l'a dit aussi hier. Il a dit, il a appelé, il a demandé au gouvernement de la République de mettre encore suffisamment de moyens à notre armée parce que nous sommes convaincus qu'au regard du nombre de militaires que nous avons et des éléments de la police que nous avons, nous sommes capables à sécuriser notre pays. Et il suffit seulement de continuer à renforcer en termes de moyens notre armée. Nous pouvons rassurer la sécurité dans toutes les provinces qui composent notre pays. Et donc, ça, soyez assurés et certains qu'avec la politique du chef de l'État, telles que les choses sont en train de se préparer, il y aura certainement la sécurité dans toute la République. Avec les déploiements de la force régionale aussi. Évidemment, je vous ai dit que pour une question, il n'y a pas de prix pour une question de paix. Il n'y a pas de paix. Il faut négocier. Le chef de l'État lui-même l'a toujours dit. Même avec ceux qui vous ont offensé, il faut négocier. Mais qu'est-ce qu'on appelle la diplomatie selon vous? Qu'est-ce qu'on appelle la diplomatie? On ne peut dialoguer qu'avec quelqu'un quand vous avez des problèmes. Donc, voulez-vous dire que parce que nous avons des problèmes avec les Rwandais, par exemple, nous ne pouvons plus dialoguer avec les Rwandais? C'est quel genre de politique? Non. On ne peut dialoguer qu'avec quelqu'un quand l'on a des problèmes. Donc, c'est ça même la continuité de la diplomatie. Je le sais bien dire ici que lorsque la diplomatie échoue, ce qui intervient, c'est la violence et la guerre. Mais tant que la diplomatie continue à faire son travail, nous ne pouvons pas croiser les bras. S'il faut parler avec le Rwanda, il faut parler avec l'Ouganda. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont nos voisins éternels jusqu'à la fin du monde. Nous sommes censés vivre en harmonie avec eux. Et s'il faut imposer la paix, nous allons l'imposer. Mais au moins, nous sommes encore dans la voie diplomatique. Merci beaucoup. S'il faut même imposer la paix, nous allons l'imposer en tant que citoyens congolais que nous sommes. Là, je partage cet avis. Alors, on va terminer par ce thématique rapidement. Les émoluments jugés exorbitants par le député national de l'opposition, Martin Fayulu, qui a jugé exorbitant les émoluments remis aux députés nationaux. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Vous qui êtes membre de l'Union sacrée de la nation, vous qui prenez le bien-être, la population, l'homme au centre de tout, le social d'abord. J'aimerais bien prendre cette position personnelle. J'aimerais bien le prendre. Parce qu'il y a une chose. Vous savez, le Congolais, que nous sommes beaucoup plus dans le sensationnel. Je l'ai bien dit ici que certains opposants sont à la recherche de la popularité. C'est du sensationnel, ça. 21 000 $. Qui a des preuves? Vous êtes journaliste. Avez-vous vu des preuves? Parce qu'on ne peut pas discuter sur des choses qu'on n'a pas de preuves. Avez-vous vu le bulletin de paye? Parce que, prenons dans l'exemple... Vous savez qu'il est député national. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Qui vous dit que tous les députés nationaux touchent 21 000 $? C'est faux, archi-faux, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il y a lorsque quelqu'un travaille, il y a ce qu'on appelle, il y a des primes permanentes et des primes non permanentes. Il y en a ceux qui touchent des primes permanentes et il y en a ceux qui ne touchent pas des primes non permanentes. Il y en a. Les primes non permanentes sont liées par rapport aux travaux. Bon, lorsque quelqu'un touche une petite prime qui est liée à un travail ou à quelque chose qu'ils ont fait, vous voulez comptabiliser dans le salaire. Parce que l'idée de Martin Fayulu, où il lasse
à la population ici, c'est de dire à la population que chaque fin du mois, ces députés que vous voyez, vous touchent un salaire de 21 000 $. C'est faux, archi faux. Il faudrait aussi expliquer à la population qu'est-ce qu'est le salaire, qu'est-ce qu'est la prime. C'est très important. Il ne faut pas faire de la Mais lorsque l'on comptabilise le tout, les invisibles, les avantages, le salaire, ça tourne autour de 21 000 $. Là, vous y croyez quand même. Avez-vous des preuves que ça tourne autour de 21 000 $? Que lui, Martin Fayoul, qui a parlé de ça. Vous savez que Fayoul, c'est un député. Je n'en dis pas. Il fut député parce qu'il s'est retiré. Il a un suppléant. Mais c'est lui. Il connaît bien. Et il connaît bien comment ça évolue. Oui. Mais c'est quand même malheureux qu'après avoir touché autant de mois et que tu viennes dire ça après. C'est de la malhonnêteté, excusez les termes. C'est de la malhonnêteté. Après avoir touché plusieurs fois. Et vous venez décrire après que non, écoutez, c'est 21 000 $. Il a d'abord commencé à rembourser ce qu'il a touché, ou ce que son suppléant a touché. Il faut arrêter à un moment de prendre la population pour des cons. Mais attends, je vais vous dire encore une chose. Louis Martin Fayoul a-t-il réellement de preuves que chaque député vous touche 21 000 $? C'est faux, archi faux. Moi, je pense, humblement, ça n'engage que moi. Je pense que ce n'est pas seulement le problème des députés. Le chef de l'État l'a si bien dit qu'il faut qu'il y ait la réduction des traits de vie des institutions. À la présidence. Comment ça? Quand il a bien dit ça, il n'a pas dit seulement qu'à la présidence. Il a dit les institutions. La présidence aussi, c'est une institution de la République. Il a dit toutes les institutions. Il faut qu'il y ait réduction de taux de vie de toutes les institutions. Mais ce n'est pas seulement les cas de députés. Oui. Je suis en train d'arriver encore. Parce que vous risquez de me couper le fil du dé. À ce qui concerne le député, moi je pense que ce n'est pas une situation qui a commencé aujourd'hui. Il faudra aussi que l'État congolais réfléchisse autour de ça. Et que même eux, les députés aussi, réfléchissent autour de ça. Parce que le député que vous voyez là, en souffre. Moi, je suis candidat député national. Et je le suis toujours. Et je le serai. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les députés que vous voyez là, il faut avoir même pitié de... Ça, c'est une vérité que je vous dis. Moi, je ne suis pas passé député. Mais si je vous dis combien de demandes je reçois par jour, vous aurez pitié de moi. Combien de problèmes je dois résoudre par mois, vous aurez pitié de moi. Mais j'ai quel travail, moi? J'ai quel travail? Tout simplement parce que le départ était très mal parti. On a fait croire à la population que c'est aux députés de résoudre les problèmes sociaux de la population. Il faudrait que l'État congolais réfléchisse autour de ça. Qu'on renverse la pyramide. Que les Congolais comprennent que ce n'est pas aux députés nationaux ou provinciaux de venir construire les ponts. Ce n'est pas aux députés de venir intervenir dans le cas des deuils, ce n'est pas aux députés de venir intervenir dans le cas des rentrées scolaires des enfants, ce n'est pas aux députés de faire toutes ces actions sociales-là. Donc, à un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité que les députés souffrent énormément. C'est comme ça que vous allez voir, avec une petite expérience, plus de 70% des députés ne reviennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail, mais tout simplement parce qu'à un certain moment, la population pense que tout ce qu'ils gagnent avec ce genre d'informations erronées de Martin Fayoulou, pour révolter la population se dit, tiens, donc lui là, les gars, nous on l'a élu, il touche 21 000 $ et nous on n'a rien. Et donc lui, les 21 000 $ qu'il touche là, il doit tout renverser. Et c'est ça le vrai problème. Voilà. Les députés en souffrent. Merci beaucoup, monsieur Léon Goua. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'Union pour la Nation congolaise. Évidemment. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau, parler de tout ce qui concerne autour, tout ce qui tourne autour de l'actualité. Merci beaucoup. Merci Lionel. Mon dernier mot aussi, bien que vous ne m'avez pas un message. Je souhaite bon succès à notre président national, honorable Vital Kamerhe, qui est à l'est du pays. Aujourd'hui, c'est le tour de Walikale. Je pense après Walikale, il sera Massissi. Massissi, Walikale. Après Walikale, il sera à Bukavu. De Bukavu, il va aller à Idjui, Walungu. Et après, il va rentrer, je crois bien, au Maniema. Maniema, il va aller à la province orientale. À Tchop plutôt, il va arriver à Tchop à Kisangani, il va revenir ici. Nous le souhaitons plein succès et nous demandons à toute la population de l'Est du pays de soutenir le président Vital Kamerhe, d'être derrière lui pour que la paix revienne parce que nous en avons marre. Voilà. Nous voudrions que la paix et la vraie, véritable paix durable reviennent à l'Est du pays. Voilà. Nous sommes ensemble avec vous, toute la population de l'Est. Merci beaucoup, monsieur Léon Goua. Je rappelle qu'il est au cadre de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, de Vital Kamerhe. Ensemble avec lui, nous avons évoqué plusieurs questions d'actualité, surtout la question qui concerne la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'en est fini pour ce numéro de Face à l'actualité. Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain à 10h45 avec un autre invité.
Jungle.